Les intelligences artificielles peuvent aujourd'hui faire parler n'importe quel humain comme si c'était lui qui s'exprimait. Ce qu'on appelle le deepfake s'apprête à envahir notre paysage audiovisuel, réseaux sociaux compris et même en tête souvent. Cependant, comme nous le verrons ce matin, notre histoire humaine montre que la crédulité n'a pas forcément besoin de ruses si élaborées. Le philosophe anglais David Hume disait dans son enquête sur l'entendement humain de 1751 que pour s'y retrouver face à des témoignages par exemple, l'esprit humain, qui ne peut jamais être certain que ce qu'on lui raconte est vrai, dispose de deux boussoles. D'une part, la nature de l'histoire racontée, qu'il est plus simple de valider si elle reste dans certaines bornes du vraisemblable, et d'autre part, la fiabilité du narrateur. Le sage romain Caton, explique ainsi David Hume, pourrait me faire croire certaines histoires dont je me méfierais davantage si ce n'était pas lui la source, même si, précise tout de même Hume, il existe des histoires si folles que je ne les croirais pas, même si Caton me les contait. Ainsi, nous évoluons dans un régime habituel de la croyance, selon le contenu de l'histoire et la qualité du conteur. Mais le philosophe ajoute encore autre chose. Si quelqu'un rejette tout à fait ces deux boussoles et croit n'importe qui en train de raconter n'importe quoi, alors c'est qu'on a affaire à ce que David Hume appelle l'amour du merveilleux. Et ça existe, l'amour du merveilleux, c'est même très puissant. Bonjour Monique Atlan. Bonjour. Vous êtes journaliste et essayiste, la philo vous passionne, vous avez écrit des ouvrages dont plusieurs avec Roger-Paul Droit. Le dernier signé de vous deux et publié aux éditions de l'Observatoire s'intitule La Grande Pagaille, le vrai, le faux et notre indifférence. Bonjour Roger-Paul Droit. Bonjour. Vous avez été professeur de philosophie et chercheur au CNRS. Beaucoup lisent vos chroniques dans Le Monde des Livres tous les vendredis. Nous vous avons déjà reçu pour d'autres ouvrages. Aujourd'hui, c'est donc ce livre, écrit avec Monique Atlan, La Grande Pagaille, qui va nous occuper. Et bonjour Alexandre Marcinkowski. Bonjour. Vous êtes chercheur indépendant, vous vous intéressez à la littérature et à l'imaginaire. Vous vous êtes penché sur un extraordinaire canular du 19e siècle, dans un article du New York Sun, qui était un journal populaire à 1 sou, c'est ce qu'on appelle la penny press, a été annoncé en 1835 qu'un astronome avait découvert l'existence de créatures humanoïdes sur la Lune. Et beaucoup de gens y ont cru. Votre ouvrage, Alexandre Marcinkowski, s'intitule « La mystification lunaire, John Herschel et le canular de 1835 » et il est publié aux Belles Lettres. Commençons notre conversation, si vous le voulez bien, par une fausse légende. Décidément, le faux est notre affaire ce matin. Fausse légende à propos d'une histoire supposée révélatrice de la crédulité humaine. C'est une histoire que la mémoire collective a beaucoup exagérée. 1938, une radio du réseau CBS aux États-Unis, Orson Welles adapte à sa façon le roman de H.G. Wells, La guerre des mondes, paru 40 ans plus tôt. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. Bref, les Martiens débarquent, enfin des créatures de l'espace, et on a beaucoup raconté que les gens se sont rués dehors, dans la rue, affolés. C'est intéressant parce que c'est un fake, c'est une histoire fausse, les gens ne se sont pas rués dans la rue, même si Wells a mis les choses au présent pour rendre le texte de l'autre Wells plus vivant.
Mais c'est intéressant puisque même pour décrire l'effet d'un fake, on a inventé un fake, c'est-à-dire en français, une histoire fausse. C'est vertigineux et ça montre peut-être que nous avons besoin du faux pour dire beaucoup de choses. Roger Paul Droit. On a évidemment besoin du faux à condition de savoir qu'il l'est. C'est-à-dire que la, la fiction a toujours existé, les mythes aussi, l'imaginaire évidemment, les séductions des rêves, tout cela est puissant. Mais ce qui me semble intéressant, c'est d'arriver à comprendre comment ces constantes transhistoriques ont des applications et des figures différentes selon les moments de l'histoire. Vous citiez Hume au départ. C'est vrai que le critère de vraisemblance et celui de la fiabilité de la source restent les mêmes, mais la vraisemblance n'est pas la même en 2026 et au temps de Caton. C'est-à-dire que nous avons des critères qui sont historiques aussi, et nous avons également et surtout des sources qui sont différentes d'un point de vue technique. C'est-à-dire que ce qui me semble intéressant, c'est de voir que la crédulité humaine est universelle, qu'elle traverse les siècles, mais que sa manière de se manifester en fonction des réseaux de communication de chaque époque et en raison des mentalités des sujets de chaque période, produisent des situations différentes. C'est peut-être aussi que nous n'avons plus de Caton, pour rester dans l'analyse de David Hume, c'est-à-dire de figures de sages, ou en tout cas de sources sûres, dans laquelle chacun puisse faire confiance. C'est le problème de la confiance dans celles et ceux qui racontent. Que dit notre histoire présente, peut-être, Monique Atlan? C'est probablement ça, mais moi je pourrais dire déjà pour commencer que je crois que, enfin c'est pas que je crois, c'est que je suis convaincue que le faux n'existe pas Ah, en tant que tel. vous êtes spinozienne. Le faux n'existe, il y a une tentation contemporaine d'autonomiser le faux, Oui. de lui donner une singularité absolue. Or je crois que le faux n'existe toujours et jamais que par rapport à la vérité. Il est toujours second, il est toujours connexe, mais c'est vrai, comme l'a dit Roger Paul, il y a dans notre société contemporaine quelque chose qui travaille comme un délestage des limites, de toutes les limites. Alors c'est joli que vous disiez ça parce que votre livre, je voudrais que les personnes qui nous écoutent s'en rendent compte. Votre livre fourmille de métaphores maritimes. Pagaille, c'est la pagaie. Votre question à tous les deux, c'est comment pagayer dans la pagaille. Et délester, c'est aussi un Un vocabulaire terme de marine, marine. c'est-à-dire se décharger d'un lest qui alourdit pour pouvoir avancer. Et effectivement, si vous voulez, on a tendance aujourd'hui à insister beaucoup plus sur la responsabilité de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, qu'évidemment nous ne contestons pas du tout, mais ça nous permet de nous exonérer de tout ce qui concerne nos propres comportements et notre propre souhait profond, au fond, de faire valser les règles de la rationalité, de se faire plaisir en explosant les limites de la rationalité, de la vérité, et donc de la réalité. C'est-à-dire que je pense qu'on peut aller jusque-là. Prôner le faux, s'amuser avec le faux, évidemment, c'est un jeu magnifique, mais c'est aussi un risque, parce qu'effectivement, on perd aussi tous ses repères, mais c'est surtout une façon d'attaquer l'idée de vérité et donc l'idée de réalité, parce que vérité et réalité marchent toujours ensemble, hein, c'est un couple absolument lié. Et donc, il y a quelque chose en nous qui a comme ça la tentation de se délester des limites, mais de se délester au fond de tout ce qui fait la responsabilité humaine. On décrit dans notre livre comment on commence d'abord par se délester du corps, en étant beaucoup plus dans le virtuel qu'avant. On se déleste de l'idée du temps, en vivant des instants cumulés qui ne se relient plus, en se délestant de l'idée de la mort, en rêvant du transhumanisme qui va nous rendre immortels. On se déleste des médiations,
On le voit actuellement dans le système politique français, la difficulté que les médiations ont encore à jouer leur rôle, que ce soit à l'Assemblée, les syndicats. On se déleste de l'altérité, Mhm. on se déleste au fond de tout ce qui fait responsabilité, et il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, et bien parler. Donc le Parler. faux, quand vous dites qu'il n'existe pas, en fait, le vrai existe. Mais nous avons construit, pour des raisons que nous allons peut-être explorer plus avant ce matin, nous avons construit un désir désormais assez efficace, euh, un désir de ne plus le voir et S'évader. enfin, de s'en évader. Donc ce que vous appelez le faux n'existe pas, cette phrase, ça veut dire c'est une fuite. Ce n'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif par Absolument. rapport au vrai, Absolument. mais Mais qui est qui apporte séduisant. des jouissances. Alors je vais demander à Alexandre Marcinkowski pourquoi, après avoir fait des travaux assez divers de chercheurs sur la littérature, l'imaginaire, pourquoi aujourd'hui, donc dans les, disons, 2, 3 dernières années, vous avez voulu vous intéresser à une énorme fake news relativement validée par des savants, des scientifiques, en 1835, beaucoup plus importante en termes d'effet que la fausse histoire de Orson Welles, qui aurait fait descendre les gens dans la rue ayant eu peur d'une invasion par des êtres extraterrestres. Il n'a jamais fait descendre personne dans la rue. L'histoire que vous racontez, nous allons la raconter en détail, a touché énormément de gens. Comment l'avez-vous trouvée? Pourquoi avez-vous jugé qu'elle était importante? Est-ce une réflexion sur notre présent? Et pourquoi est-elle si peu connue? Pardon, je vous donne toutes mes questions en vrac pour que vous vous sentiez à l'aise dans, disons, l'explication de la genèse de votre livre. Beaucoup de questions. Euh, comment je l'ai connu? Je dirais en lisant un ouvrage justement sur Orson Welles Ah, et la guerre des mondes. Et il y avait tout un chapitre consacré au canular de 1835. Et l'auteur développe le canular américain et dit qu'il franchit l'Atlantique, gagne l'Europe, et dont la France, et ça se termine là. Et donc j'étais un peu frustré, et comme je suis de nature curieuse, je me suis dit, bah, s'il arrive en France en 1835, voyons voir ce qu'on peut trouver. Et oui. de fil en aiguille, j'ai commencé à chercher dans la presse de l'époque. On trouve un premier extrait, puis un deuxième, un troisième. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a certes la presse, mais il y a aussi la littérature qui est impactée, le théâtre, les chansons. Et ça, je n'ai jamais vu ça. Et donc, je me suis dit, bah, peut-être construire un travail autour de cette mystification, parce que c'est vraiment une mystification. On va la raconter, mais est-ce que c'est lié à notre actualité? Est-ce que, au moment où tout le monde parle de fake news, au passage, les présidents de pays aussi, hein, c'est un mot, une expression qui est maintenant utilisée pour qualifier le travail des journalistes. Trump fait ça tous les matins et tous les soirs, hein. C'est donc cette idée qu'il n'y a que du faux partout. Est-ce que c'est une angoisse autour d'aujourd'hui, de ce qui se passe en ce moment, qui vous a conduit, Alexandre Marcinkowski, vers ce canular aux effets extraordinaires? Angoisse, pas du tout. Vous n'êtes pas angoissé, vous? Non, je me suis dit que c'était intéressant aujourd'hui de mettre en avant quelque chose qui s'était produit, qui avait connu quand même un engouement majeur en France et en Europe, parce que ce canular a été traduit en espagnol, en italien, en allemand. Il a fait l'objet d'une grosse publication en anglais, hein, même. Et je me suis dit, mais c'est quand même quelque chose d'assez important, et ça résonne avec aujourd'hui. Mais est-ce que c'est grave, docteur? J'ai envie de vous demander, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens s'affolent quand même. La Grande Pagaille, le titre de Monique Atlan et de leur livre, Roger-Paul Droit et Monique Atlan. Et il y a quelque chose de joyeux dans La Grande Pagaille, mais votre livre n'est pas que joyeux. Il y a des enjeux éthiques aussi. Nous allons en parler. Comment se fait-il que nous soyons devenus finalement un peu indifférents à la question de la vérité? Ce n'est pas du tout le type de questions qui étaient les vôtres, Alexandre Marcinkowski. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout inquiet de notre époque. Mais c'est formidable, hein? Peut-être parce que je lis trop de science-fiction, donc je suis habitué à voir des mondes multiples avec des catastrophes, puisque ça, majoritairement la science-fiction c'est de la dystopie, il y a très peu d'utopie, et quand les utopies se mettent en place, elles finissent mal, hein, elles finissent dans le totalitarisme. Donc c'est pas l'imaginaire qui vous inquiète?
Non. C'est L'imaginaire, justement, c'est ce qu'on en l'évasion. fait, c'est ce C'est que l'évasion. certains en font concrètement. Et donc, votre nom d'angoisse est très, très précieuse pour nous ce matin parce que elle relativise aussi notre situation. Des canulars, il y en a toujours eu. Euh, c'est plutôt marrant. C'est ce que vous dites, non? Mais je pense que les gens de l'époque, hein, Oui. évidemment, on n'a pas de témoignage je dirais, du peuple même, mais ont vu ça comme un divertissement. Un divertissement. Oui. Ouais. C'est Peut-être c'est le comme. terme, c'est le Ouais. terme qui apparaît, si vous voulez, dans la littérature je dirais, post-canular, quand certains journalistes des années 1835 et au-delà parlent du canular. Ça a diverti les gens. C'est ce que dit un Samuel Berthoud, par exemple, un journaliste de l'époque. Ça a diverti toute la France. Voilà. Alors c'est très intéressant parce que cette notion de divertissement, elle est dans notre sujet et je suis sûre que vous réagirez à cela, Roger Paul Droit et Monique Atlan, mais on va raconter le canular quand même pour qu'on sache de quoi on parle. Entre le 25 et le 31 août 1835, on est à New York, il y a deux journaux très populaires, bon marché, Penny Press, presse à un sou, le New York Sun de Benjamin Day et le New York Herald de James Gordon Bennett. C'est une histoire passionnante et ils essayent chacun de gagner du lectorat. Et dans le journal Le Sun est raconté, vous nous direz qui est le journaliste, Alexandre Marcinkowski, que l'astronome John Herschel a découvert, grâce à la puissante lentille d'un télescope, ce qui se passait sur la Lune. Il a observé une flore, une faune variée, il découvre des créatures ailées, humanoïdes, les Vespertilio. Est-ce que je prononce bien, Alexandre? Vespertilio homo, après là c'est singulier, Ouais. Vespertiliones homines au pluriel. Et regardez, écoutez plutôt à quoi ressemblent ces Vespertilio homo. Nous fûmes soudainement saisis d'étonnement à la vue de 4 troupeaux successifs de grands êtres ailés, tout à fait dissemblables de tous les oiseaux connus. Ils descendirent en planant d'un mouvement lent et égal, des hauts rochers jusque dans la plaine. Le docteur Herschel les vit le premier et s'écria avec joie « Messieurs, voilà mes théories justifiées. J'étais bien sûr que si nous découvrions des êtres avec une forme humaine, ce serait assez de longitude et qu'ils auraient reçu de leur créateur quelque pouvoir extraordinaire de locomotion. » Nous comptâmes 3 groupes de ces êtres, de 9, 12 et même 15 individus chacun. Ils prirent leur direction vers un petit bois placé à la base des précipices situés à l'est. Il n'est pas douteux qu'ils ne fussent semblables à des êtres humains, car leurs ailes disparurent en ce moment, et leur attitude en marchant était à la fois majestueuse et hardie. C'est très poétique. Le texte ajoute que ces créatures avaient une taille moyenne, 4 pieds de haut. Ils étaient couverts, excepté à la face, de longs poils, comme des cheveux, mais brillants, couleur de cuivre. Ils avaient des ailes composées d'une membrane très mince. C'est très joli. Mais John Herschel est un astronome reconnu. A-t-il immédiatement réagi, si c'était faux? Est-ce le retard avec lequel il a réagi qui pourrait expliquer la puissance de ce canular? Alors, John Herschel, il est parti depuis 1833, il est parti en Afrique du Sud cartographier l'hémisphère. Et il n'est absolument pas au courant du canular. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il l'apprend incidemment par un directeur de ménagerie qui est en Afrique du Sud pour récupérer des animaux et qui lui amène le journal, le Sun, et la brochure qui en a été faite. Et là, il découvre avec stupeur ce qu'il se passe. Et il est un peu interloqué. Alors au départ, il est amusé, hein, ça lui fait plaisir. Quand même, ouais. Mais après, il reçoit beaucoup de courriers, de savants qui s'interrogent sur pourquoi il se discrédite autant, puisqu'on sait que sur la Lune, en tout cas sur la face visible, il n'y a pas vraiment d'être vivant. Donc il réagit, mais tardivement, c'est ça? Tardivement, très Et tardivement. ça fait partie du problème. C'est-à-dire, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un libraire français qui s'appelle Louis-Pierre Babeuf fait paraître une brochure
tout est faux, mais on publie, quoi. Découverte dans la Lune, faite au cap de Bonne-Espérance par Herschel-Fils, car les Herschel, c'est toute une famille de scientifiques. Ça se vend 1,50 franc euh, et, et ça marche. Alors, elle est signée de 2 initiales, cette brochure, AA. Donc, on achète un livre d'un auteur inconnu. La traduction est anonyme, voilà. Et ça ne pose pas de problème à l'époque. L'anonymat est considéré comme la norme. C'est bien un peu après que les journalistes vont signer de leur nom. Là, ça ne pose pas de problème. L'Académie des sciences en France réagit. Oui. Ça ne sert à rien, ça? Elle réagit, mais elle réagit, je dirais, un peu mollement. Bien sûr, ça touche un petit public, le public des scientifiques et les quelques journalistes qui assistent au compte-rendu de l'Académie. Mais c'est pas suffisant, puisque la presse va s'en emparer de manière assez dithyrambique et nombreuse, hein, la presse là-dessus. Et la presse est plutôt plus qu'amusée. Elle suggère que c'est exact, c'est ça? Je dirais pas qu'elle suggère que c'est exact. Elle a quand même un doute, mais elle prend. Ce qu'il lui faut, c'est des preuves un peu scientifiques. C'est pour ça qu'on en appelle à des savants comme Geoffroy de Saint-Hilaire, les Geoffroy de Saint-Hilaire, pour savoir si, oui ou non, il pourrait y avoir des êtres ailés, parce que c'est quand même une forme humanoïde un peu Et particulière. qu'en dit-il alors, Geoffroy de Saint-Hilaire? Rien du tout. Ah ben voilà, il y a aussi un Rien petit du tout. problème des savants qui ne voient pas leur importance civique, pourrais-je dire, enfin, le fait qu'ils comptent dans la propagation d'une rumeur s'ils ne l'arrêtent pas. Alors on pourrait aussi évoquer le concurrent du New York Sun, donc le New York Herald, parce que le concurrent, c'est fait pour arrêter le succès de l'autre. Évidemment que Gordon Bennett réagit, dit que le Sun, Benjamin Day, a produit une énorme fake news, hein, pour le dire dans notre langue d'aujourd'hui, pas très française. Ça ne sert à rien? Ça sert à rien parce qu'une fois que c'est lancé, je dirais que c'est quasiment inarrêtable, hein, puisque il doit y avoir du bouche à oreille, donc les gens achètent le Sun, renforcent les ventes du journal. D'autres journaux se disent ah ben j'ai loupé quelque chose, qu'est-ce que je fais? Ah ben je veux prendre des extraits, donc la machine se met en route. Et Benjamin Day fait un édito, mais Roger Paul-Droit et Monique Atlan, vous êtes un peu journaliste, même un peu beaucoup. C'est quand même terrible. Il fait un éditorial pour dire oh bah, ceux qui y croient vont y croire, ceux qui n'y croient pas vont ne pas y croire. Ça pose des questions d'emblée de responsabilité éthique, pour dire peut-être un gros mot, mais vous n'hésitez pas, vous, devant ce gros mot. Bien sûr, il y a une responsabilité de chacun et de chacun des journalistes. Mais ce qui me frappe le plus dans ce que vous expliquez, c'est justement le rôle de la presse. Or, je reviens à cette idée, il y a de la crédulité, il y a des mythes, il y a des canulars à travers toute l'histoire et des histoires fausses, mais il y a des inscriptions historiques différentes. Or, la Lune et la Lune habitée, ça a toujours fait rêver. Déjà, chez Lucien de Samosate, il y a un texte qui s'intitule l'Icaroménipe, où il rêve des habitants de la Lune. Et là, on est tout à fait dans l'Antiquité. Il y a Cyrano de Bergerac, il y a Fontenelle, il y a... Enfin bon. Le 18e a adoré... Pardon, le 17e, excusez-moi. Le 17e siècle a adoré fantasmer la vie extraterrestre, quoi. Fontenelle, oui, Cyrano de Bergerac. Et ces imaginaires-là n'ont pas le même impact dans l'Antiquité, au XVIIe siècle et en 1835 et 36. Parce que là, il faut un réseau de presse. Il y a les journaux, il y a les quotidiens américains, il y a les quotidiens français. Et aujourd'hui, si on avait un équivalent en 2026, c'est le web. Et les réseaux sociaux, mais ça prendrait d'autres formes. C'est-à-dire que je pense qu'il faut distinguer l'articulation entre cet imaginaire et disons, les points fixes de la crédulité humaine et de l'esprit humain et du désir de rêver, et puis les inscriptions historiques des moyens de diffusion, qui sont ceux de la presse écrite du 19e, qui aujourd'hui seraient très différents. Donc la diffusion même de l'histoire impacte la manière de la recevoir, de la faire circuler.
Et puis, les gens ne voient pas, je crois, les mêmes histoires avec les mêmes yeux selon les époques. Monique Atlan. Moi, je voudrais quand même nuancer un peu ça parce que, en fait, il faut pas oublier cet exemple-là. Ray Kurzweil, le pape du transhumanisme, qui fut l'élève de Marvin Minsky, qui a participé à l'élaboration de l'intelligence artificielle, de tout ce monde dans lequel nous nageons, nous noyons aujourd'hui, était, nous les avons rencontrés tous les deux quand nous avons fait une enquête aux États-Unis sur ce thème, étaient des fervents lecteurs de science-fiction. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des passerelles permanentes entre science-fiction et science Oui. vérifiée. Et que, effectivement, peut-être que la science a aussi besoin de l'imaginaire pour se mettre en mouvement. Et que peut-être que c'est ça qui lui donne son élan premier. Et c'est peut-être ce qui explique que les scientifiques aient une certaine prudence avant de démentir. Mais ça pose le problème, justement, Nous nous étonnons beaucoup depuis quelques années, et le ou la Covid, comme on voudra, tout cela a compté, de voir à quel point la science est discréditée en ce moment dans l'opinion publique. Et ça n'a rien de neuf. Ce que vous êtes en train de raconter là, Alexandre Marcinkowski, c'est que entre la science parfois frileuse et l'amour du merveilleux, pour parler comme le philosophe David Hume que je citais au début de l'émission, la plupart des gens choisissent aisément. C'est merveilleux, ces humanoïdes ailés qu'on aurait vus sur la Lune. C'est la même chose qui se passe en ce moment. Chacun est dans un désir poétique, diriez-vous, Alexandre Marcinkowski, contre le réel scientifique, qui en plus, comme tout réel scientifique, bouge, évolue, n'est jamais totalement certain. C'est pas très agréable. Disons que ça fait rêver. Fondamentalement, je pense que c'est une histoire qui a fait rêver. La science a eu du mal à démentir parce qu'elle s'est pas, ce que disent les sources, elle s'est pas impliquée, je dirais, entièrement là-dessus. Ça a été fait, bon, très bien, et puis pour eux, ce n'est pas important. L'important, c'est ailleurs. L'important, c'est le travail de démontrer, faire des démonstrations sur la lumière, puisque c'est la polarisation de la lumière et le grand... On essaie de travailler là-dessus, d'essayer de comprendre les phénomènes de diffraction. La technologie aussi évolue. On fait des télescopes de plus en plus grands, on essaie de faire des télescopes de plus en plus performants, des lunettes aussi. Et je pense que pour les savants, l'idée est ailleurs. C'est pas de... Voilà. Mais donc, ils passent outre. Peut-être si je peux me permettre une remarque, je pense à Bachelard, oui. Voilà, qui est la formation d'esprit scientifique et tout ce qu'il a fait dans ce domaine. Or, Bachelard croit et soutient, et magnifiquement, mais peut-être à tort, que dès lors qu'il y a émergence d'un système de concepts scientifiques et de leur validation par l'expérience aussi, alors l'imaginaire s'évanouit. On appelle le mercure le vif argent, on lui attribue des tas de propriétés par projection, et puis lorsque on a sa composition chimique, cet imaginaire tombe d'une certaine manière. Or ça, je crois qu'il a raison, bien sûr, mais il a raison à l'intérieur de la constitution de la connaissance scientifique. Et là où il ne voit pas quelque chose de très important, c'est qu'il y a d'un côté la constitution du savoir scientifique et il y a d'une autre la continuation de l'imaginaire collectif, social et de l'ensemble de ce désir de merveilleux qui persiste. C'est-à-dire que si les scientifiques, effectivement, par construction de concepts et expérimentation, construisent des savoirs validés, et du coup minorent ou défont la part d'imaginaire qu'il y avait dans la connaissance sensible pré-scientifique, ça ne dit rien de la manière dont l'imaginaire continue ailleurs. Et même, j'irais jusqu'à dire, parce que
je m'étais occupé de ça à propos du bouddhisme au XIXe siècle, mais dans d'autres Vous connaissez contextes. très bien hein, Voilà, c'est l'Asie que et ses pensées. plus la connaissance exacte progresse, plus l'imaginaire s'échauffe également. Oui, c'est dans ce sens. C'est-à-dire que, voilà, Bachelard nous donne comme modèle, plus on connaît, moins on rêve, d'une certaine manière. En tout cas, c'est disjoint. Or, je crois que si on ouvre la focale et qu'on regarde les phénomènes socialement à chaque époque, on peut se dire que plus les connaissances progressent, plus aussi les délires se multiplient. Oui. Alors, pas au même endroit, pas sur le même plan, mais qu'il y a une sorte d'expansion disjointe, si j'ose dire, sur deux versants. Je dis cela parce que votre exploration magnifique de ce canular incroyable, elle est évidemment à la fois contemporaine de grandes expansions scientifiques au XIXe siècle et de l'occultisme, l'ésotérisme, le spiritisme et les délires du XIXe siècle. Et qui a bien évidemment, je crois, toujours les deux en articulation qui sont soutenus par des corps institutionnels ou des manières de penser et de travailler différentes. Monique Atlan. Oui, je crois qu'en fait, il faudrait peut-être plutôt adopter une position qui est la plus incertaine, la plus fragile, c'est celle de funambule. Sans cesse en train de se rééquilibrer entre rationalité et par, ce que vous appelez, monsieur Marcinkovski, le rêve ou l'évasion. Mais il y a effectivement à trouver un point d'équilibre instable, permanent entre rationalité et imaginaire. Le on dont vous parlez, qui devrait être funambule, c'est quoi? C'est la société? Il faudrait Chacun être d'entre nous. chaque individu. Chacun oui. d'entre nous. C'est-à-dire mais pour cela, pour que le funambule puisse ne pas échouer, il faut quand même qu'il reprenne conscience qu'il est d'abord sur un fil Oui. et qu'il y a aussi des boussoles. Oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le haut, le bas, qu'il y a des orientations. Et à partir de là, c'est là que nous insistons sur le fait que le discernement entre vrai et faux, probablement au-delà de toutes les règles, les nécessités concernant l'exercice du doute, de l'esprit critique, de l'éducation, etc., il y a quelque chose de l'ordre moral à remettre en avant, à remettre en lumière pour mieux s'orienter en toute incertitude. Nous allons creuser cette question morale, mais je voudrais faire entendre un texte qui vous est cher, qui vient du Talmud, Monique Atlan et Roger-Paul Droit, parce que cette histoire racontée dans le Talmud nous dit en gros que si nous mourions à chaque mensonge, eh bien nous ne mentirions pas. Écoutez ce texte tout à fait significatif. Rava disait: A priori, je pensais qu'il n'y a pas de vérité dans le monde. Un jour, un rabbin du nom de Rabbi Tavut, d'autres disaient qu'il s'appelait Rabbi Taviomi, qui, même si on lui avait donné tous les trésors du monde, n'aurait jamais menti, me raconta qu'il arriva dans une ville nommée Kushta, où personne jamais ne mentait et où aucun être ne mourait avant son heure. Là, il se maria à une femme dont il eut 2 fils. Un jour, alors que sa femme était en train de se laver les cheveux, une voisine frappa à la porte. Pensant qu'il ne serait pas décent de lui dire que sa femme était à sa toilette, il répondit « Elle n'est pas là ». C'est alors que ses 2 fils moururent. Les gens de la ville vinrent le voir pour comprendre. Qu'est-il donc arrivé ? Il leur raconta ce qui s'était passé. Ils répliquèrent aussitôt « Nous vous supplions de quitter cette ville et de ne pas inciter la mort contre nous. » France Culture, avec philosophie.
Géraldine Mühlmann. Impostures et mystifications, c'est notre thème cette semaine. Nous vous proposons une série qui aborde plusieurs aspects. Et aujourd'hui, nous nous demandons pourquoi le faux sonne souvent tellement vrai. Nous parlons des dites fake news qui ne sont peut-être pas entièrement neuves dans l'histoire des humains. Nous parlons de la crédulité. Nous venons d'entendre un texte du Talmud, Monique Atlan, qui imagine une ville nommée Vérité, où si on ment, quelqu'un meurt. Voilà. Et Alors, Kushta, c'est effectivement le mot vérité en araméen. Et effectivement, là, comme vous le dites, il suffit d'un mensonge pour entraîner la mort. C'est quelque chose de terrifiant. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on voit l'aspect tragique de la vérité. C'est-à-dire que si on ment ou si on ne dit pas la vérité, eh bien, on est aux prises avec des questions décisives. Et effectivement, comment vivre, comment imaginer vivre à Kouchta dans ce cas-là? Sauf que, effectivement, quand vous prenez la chose avec plus de précision, vous cherchez partout sur la map monde, mais Kouchta n'existe pas. Et effectivement, donc ça décrit un monde surhumain, on pourrait dire, hein, où la vérité et le mensonge, où la vérité importe tellement que cela produit cela quand elle est atteinte. Mais nous sommes des humains. Donc, je crois qu'effectivement, quand je parle de funambule, il ne nous reste plus que cette position-là à supporter et comment dire, à fortifier. Voilà, si on peut dire. ce qui est tragique, c'est que, en fait, c'est une version tragique du syndrome de Pinocchio. Pinocchio, quand il ment, il se passe quelque chose. Son nez s'allonge. On le voit. Là, quelqu'un meurt. C'est une version vraiment tragique. Mais j'ai l'impression, Roger Paul Droit, que cette histoire nous dit aussi, s'il y avait des symptômes de cet ordre, et peut-être même seulement d'ailleurs le nez de Pinocchio, nous serions capables de ne pas mentir. Nous saurions nous retenir. Nous sommes donc capables de dire la vérité si vraiment ne pas la dire posait un gros problème. Bien sûr, mais surtout, nous sommes, je crois, et de plus en plus, et c'est l'objet de l'analyse qu'on essaye de mener dans ce livre, La Grande Pagaille, nous sommes de plus en plus confrontés à l'incertitude, à la marée permanente des infos, des nouvelles, des fake news. Et les derniers sondages montrent qu'il y a jusqu'à plus de 80% des Français aujourd'hui qui ne savent plus distinguer sur le web entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et qui doutent et qui sont dans ce sentiment déstabilisant finalement. Et nous... Alors, on peut choisir face à cela de s'en foutre finalement. C'est l'accroissement de l'indifférence où on laisse tomber l'exigence du vrai et on tombe dans ce qui m'intéresse, non pas... Ce qui me divertit, dirait Voilà, est-ce que ça m'amuse, Alexandre est-ce que ça Marcinkowski. m'indigne, est-ce que ça me fait rêver, est-ce que ça me fait peur? Et cela, que ça soit vrai ou faux. Autrement dit, on fait passer avant les affects, les ressentis, les émotions, avant l'exigence de vérité. Or, l'aspect de funambule ou de marche sur une corde raide dans laquelle nous sommes, je crois, tous aujourd'hui, c'est d'être à la fois capable d'endosser cette part d'incertitude, Oui. de se dire, voilà, il y a, et même la science elle-même, effectivement, est une construction sur de l'incertain et du révisable, et puis le fait de ne pas laisser tomber, de garder l'exigence de vérité comme exigence morale, avec cette idée que, finalement, si cette aspiration à la vérité, cette exigence, ce besoin et ce choix fondamental disparaissait, alors c'est la réalité qui disparaît, c'est l'être ensemble qui disparaît aussi, c'est le bien commun, c'est toutes ces choses sur lesquelles nous appuyons qui seraient en train de vaciller définitivement. Mais attention, ça n'est pas le prêchi-prêcha sur le bien et le mal dont nous parlons. Il s'agit bien plutôt de faire la vérité, c'est-à-dire d'insister sur l'idée que la vérité est un acte
est un acte moral et de l'ordre de la recherche et de l'ordre de la responsabilité. De la curiosité. De la curiosité, Mot dont évidemment. tout le monde sait que je Essentiellement. l'adore. Mais c'est, si vous voulez, c'est ça que Vladimir Yankelevitch nous apprend. C'est que voilà, la posture morale est une posture narcissique. On se mire en train d'être moral. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. C'est de tenter, en étant, comme il dit, fidèle et sérieux, de rechercher sans cesse l'orientation morale à travers la boussole de la vérité. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, en grec ancien, Sophos disait à la fois le savant et le sage. C'est-à-dire qu'en connaissance et orientation morale étaient reliées. Donc la curiosité est une valeur éthique et pas seulement un plaisir. Je le crois. Mais en même temps, quelque chose me perturbe dans ce que vous dites tous les deux. Vous avez commencé sur l'angoisse, Roger Poldroit. Ça me fait penser au doute atroce que Tocqueville diagnostiquait dans l'État démocratique, Oui. où tout pouvant se dire, on est perdu et il faut prendre au sérieux ce doute atroce parce qu'il nous fait construire des garde-fous qui sont souvent pires encore, dit-il, que le doute atroce. D'une certaine façon, vous demandez à ce qu'on reste dans le doute atroce, parce que avoir une injonction éthique, c'est douter, c'est difficile quand même. Mais- C'est pas simple. Et or, vous dites que, au fond, ce que vous visez et ciblez tous les deux, c'est pas les gens qui ont le doute atroce. Celui-là, il est très bien, le doute atroce. C'est les gens qui s'en fichent, qui en sortent. Donc Bien sûr. vous voulez les ramener dans un état qui n'est pas confortable. Et ça, c'est fort, parce que moralement, ça veut dire que vous prenez la mesure de ce que c'est que l'injonction morale. C'est Mais pas ça- facile. Mais non, mais sans faire aucun misérabilisme, ni dire que notre condition est invivable, ce qui est faux. Je crois que notre condition n'est pas confortable. La vie humaine n'est pas confortable. Donc vous l'assumez là dans cette position Oui, morale. et que qu'il vous faut, défendez. et qu'il faut d'une certaine manière l'assumer sans tristesse. Et la menace du nihilisme est beaucoup plus inquiétante, c'est-à-dire celle qui consiste à accepter cet abandon-là. Mm. Et Je vous en prie, oui. Oui, et j'ajouterais que la tension dans laquelle finalement nous appelons à avoir la responsabilité de vivre, et sans accablement ou sans dépression, c'est une tension entre l'exigence de vérité, de l'esprit critique, l'aspiration évidemment à des vérités scientifiques, établies, vérifiées, validées, des faits aussi et autres, et le maintien de ce doute et de cette incertitude de fond. C'est-à-dire qu'il y a l'aspiration à la vérité et il y a sa possession. Et sa possession, on peut se dire qu'elle, même s'il y a beaucoup de choses vraies et bien établies, elle est toujours inaccessible d'une certaine manière. La vérité avec un grand V, qui serait le discours absolu disant tout sur tout, c'est évidemment un récit fantasmatique qui n'existera jamais. Nous vivons sur fond d'incertitude et sur fond d'ignorance, aussi savants que nous puissions être. Et c'est le philosophe allemand Lessing qui a cette phrase que je crois que nous pensons très belle, où il dit que l'aspiration au vrai est plus importante que sa possession. Et Oui, j'ajouterais quand même que c'est peut-être la meilleure façon de lutter contre le fléau essentiel de notre monde contemporain, la solitude. La solitude, une sorte de solitude industrialisée où on se vit chacun en bulle close avec son web, son internet, ses réseaux, pour tenter quand même d'être relié, parce que finalement, de la même façon qu'on ne pense jamais seul, même quand on est tout seul dans sa chambre, on pense en relation à d'autres que soi. La vérité aussi est toujours en partage. C'est-à-dire que l'aspiration à la vérité implique de se relier à d'autres pour être confronté
à sa véracité, si l'on peut dire, Mmh. ou être discuté ou démenti, etc. Donc, je crois qu'effectivement, on n'a pas trop de choix entre cette façon d'abdiquer de toutes nos responsabilités humaines, parce que l'enjeu de cette solitude-là est quand même assez décisif. Alexandre Marcinkowski, je ne sais pas comment vous réagissez à cette discussion. Je trouve que l'ancrage dans votre sujet est très précieux parce qu'il ramène des choses très concrètes, c'est-à-dire ce canular de 1835. Est-ce que vous voulez faire des remarques sur, Alors, sur les analyses qui viennent d'être vous proposées? avez parlé de véracité, de vérité, de doute. Le canular est monté de telle manière que, je dirais, il embrasse au moins ça. Il part, au départ, le premier article du Sun va décrire les télescopes, l'évolution des télescopes, les savants qui ont participé. Tous ces gens-là ont existé. Tous ces gens-là, tous les télescopes qui décrivent, ça existe. Les tailles des télescopes, Oui. les lentilles, tout ça, on est dans le vrai. Et plus vous avancez dans le canular, plus l'histoire commence à devenir un peu plus flottante, un peu plus mouvante. Et à certains moments, on n'arrive plus à faire la part. On commence par le vrai, on n'arrive pas à faire la part du vrai du faux, et on arrive complètement à la fin sur le faux, Oui. avec quelque chose qui est extraordinaire. C'est les derniers articles du Sun, c'est ces êtres effectivement ailés, qui vivent dans un état je dirais, une sorte de petit paradis. Oui, Hein, une on est un peu béatitude, quasiment Ouais. au paradis avec ces êtres-là. Moi, ce que je trouve Ils frappant sont dans bien votre heureux. histoire, là, enfin, qui n'est pas la vôtre, hein, qui est celle que vous racontez du milieu du 19e siècle, c'est que les scientifiques devraient être très inquiets. Ils le sont un peu, mais ce n'est pas le plus flagrant. Celui qui est peut-être le plus inquiet, mais c'est parce qu'il est vexé, c'est c'est un écrivain qui normalement s'occupe du rêve et pas de la vérité scientifique. C'est Edgar Poe, car lui, en juin 1835, quelques mois avant, il s'apprêtait à faire paraître une histoire qui ressemblait étonnamment à celle qui a été inventée pour ce canular, avec la lune peuplée, etc. Et il n'a pas osé, en se disant jamais personne ne le croira, il faut quand même un minimum de crédibilité pour ma fiction. Donc ce qui est intéressant, c'est que le canular a moins inquiété les gens qui traitent du réel que les gens qui traitent du rêve, parce qu'ils se sont dit qu'il n'était pas assez audacieux. C'est cette vexation d'Edgar Poe, elle donne à penser, non? Et puis elle est marrante, hein, parce qu'il est quand même, il est vraiment vexé, quoi. Il est très vexé d'abord parce que oui, effectivement, il a écrit son Fall, qui n'a eu aucun intérêt auprès du lectorat, si bien que quelques semaines après, il fait paraître aussi dans un autre journal, en modifiant le titre, en disant Voyage céleste vers la lune du baron Hans Fall. Il modifie le titre pour se raccorder avec le canular qui est de John Locke, qui est l'auteur vraiment là. Alors c'est pas le John Locke, auteur de... le Richard Ernst Locke. Il est paraît-il de la même parti dans la famille. philosophie. Oui, il est de la même famille, mais Oui. c'est un Locke du 19e siècle, pas de la Exact, fin du exact, 17e, exact. comme le philosophe très connu. Donc oui, il est vexé. Alors, ce qui pose une ultime question, c'est que votre mise en garde morale ou éthique à tous les deux, Monique Atlan et Roger Paul Droit, bon, elle est très intéressante. Elle rappelle que oui, nous sommes dans un inconfort et au lieu de nous divertir du faux permanent, nous devrions nous en inquiéter davantage. Mais ça semble dire aussi qu'il faut s'en inquiéter pour nos rêves. Si le réel n'est pas fixe, s'il n'y a pas un minimum de vision commune du réel, les rêves vont souffrir aussi. Les vrais inventeurs de fiction vont souffrir aussi. Si tout devient fictionnel, quelque chose finira par gâter, y compris la littérature, le cinéma. Qu'en pensez-vous? Mais dans la fiction, je crois que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il y a toujours des indicateurs de fiction. Nous en parlons demain largement. Voilà, tout conte commence par « il était une fois », et il suffit de cette formule pour savoir qu'on entre dans un type de réalité qui est une réalité imaginaire, qui peut avoir ses codes, ses repères, etc., mais qui n'est pas confondu, ni confondable, si j'ose dire, avec la réalité commune. Et il en est de même dans n'importe quel texte littéraire ou poétique. Il y a des marqueurs syntaxiques et multiples ou sémantiques du fait qu'on est dans de la fiction. Un des points
de la pagaille contemporaine et des changements de mentalité, c'est qu'il se pourrait que de plus en plus, la conscience de ces différences tende à s'estomper, à s'éclipser. Je ne dis pas à disparaître complètement, mais à s'effacer en partie. C'est-à-dire que ça soit vrai ou pas vrai, indiffère, que ça soit fictif ou fidèle à la réalité historique ou physique, là aussi, n'est moins demandé, moins exigé. Et ça, c'est très inquiétant. Et ça, c'est effectivement... Je vais vous laisser conclure, Monique Atlan. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire et qui est important? On a sûrement oublié des choses. Écoutez, je crois qu'effectivement, on doit accepter l'idée que, d'abord, peut-être qu'on a un peu dévalorisé nous-mêmes la fiction en ne lui accordant pas son champ plus délimité Mhm. qu'avant. Oui. Tout devient possibilité de fiction, de texte de fiction, et en fait ne répond pas forcément à l'exigence même de la fiction. C'est-à-dire, c'est Camus qui le dit, qui dit la vérité plus que le vrai lui-même. Et effectivement, au fond, le mot qui peut conclure, c'est ce mot que je répète sans cesse, c'est le mot de limite. C'est ce qui permet le discernement et en même temps ce qui pose des limites entre les catégories, entre les espaces mentaux. Et effectivement, ce ne sont pas des limites comme un trait de crayon net, c'est toujours des zones floues, mais il faut les penser en termes de limites. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, il n'y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En chœur ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Guy Béard, la vérité. Alors là, c'est quand on dit la vérité qu'on risque de mourir. C'est le contraire du Talmud que nous évoquions tout à l'heure. Merci beaucoup. Monique Atlan, Roger-Paul Droit, Alexandre Marcinkowski. Je renvoie vers vos livres, La Grande Pagaille aux éditions de l'Observatoire. Et pour vous, Alexandre Marcinkowski, La mystification lunaire. John Herschel, le canular de 1835 aux belles lettres. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse aux comiques à double tranchant. C'est le pourquoi du comment.